Et si les véritables bouleversements se tramaient loin des regards, à l'abri des projecteurs et des analyses superficielles? Derrière les gros titres sur les combats, les embargos et les sommets diplomatiques, une toile bien plus vaste se tisse, presque invisible pour qui ne sait pas où regarder. Le 26 octobre, plusieurs événements font irruption. Une percée militaire russe dans la région de Zaporijjia, une crise diplomatique d'envergure internationale et une attaque qui plonge de vastes zones ukrainiennes dans le noir. À première vue, tout cela pourrait sembler n'être qu'un enchaînement de faits isolés, des soubresauts de plus dans un conflit déjà complexe. Mais ces épisodes sont liés. Ils s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle, révélant une stratégie patiente et méthodique, où chaque mouvement s'inscrit dans une logique d'ensemble. Ce qui se joue ici dépasse largement le simple affrontement sur le terrain. La Russie mise sur l'usure, pas seulement sur les lignes de front, mais aussi sur la logistique, l'économie et surtout le moral. Elle cherche à miner la résistance ukrainienne de l'intérieur, à la façon d'une pression lente et continue. Rester aveugle à cette transformation, c'est risquer de se tromper de bataille. C'est accepter de subir, sans préparation, les conséquences d'un basculement qui pourrait redessiner durablement l'équilibre des forces, bien au-delà de l'Ukraine. Pour saisir l'ampleur réelle de ce qui se joue, il faut remonter le fil de ces faits, comprendre leurs liens et leurs effets en chaîne. Car c'est dans leur enchaînement, et non dans leur isolement, que se dévoile la portée de la nouvelle donne. Mais comment, concrètement, cette stratégie s'est-elle mise en place? Pour le comprendre, il faut revenir sur les journées décisives qui ont tout déclenché. Rien n'arrive jamais par hasard sur un front en tension extrême. Ce soir, l'actualité s'affole. Chaque mouvement d'unité résonne des premières lignes jusqu'au salon feutré des chancelleries. Les événements de ces derniers jours ne forment pas une simple suite de faits, mais un basculement, une accélération soudaine qui recompose la carte de l'Europe de l'Est. Première faille. Dans la région de Zaporijjia, la défense ukrainienne cède sur plusieurs axes. Les forces russes avancent, brisant des lignes longtemps tenues et forçant les soldats adverses à une retraite précipitée. À Gouliaïpolé, un groupe ukrainien est au bord de l'encerclement. Ses rares routes de ravitaillement sont coupées ou sous la menace. L'étau se referme. La garnison ukrainienne, dépendante de quelques voies ferrées et routes encore praticables, voit ses options disparaître une à une. Si la pression russe se maintient, c'est tout le dispositif défensif local qui pourrait s'effondrer, ouvrant la voie à une percée rapide vers l'ouest. En quelques heures, des territoires entiers, des milliers de vies basculent dans l'incertitude. Pour bien comprendre cette situation, souvenons-nous de l'encerclement de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, lorsque les troupes allemandes ont été encerclées par l'armée rouge, la coupure des approvisionnements a précipité la défaite, malgré la résistance acharnée. La même logique s'applique ici. La logistique, souvent invisible, est la colonne vertébrale de toute armée moderne. Mais le front n'est pas le seul à s'embraser. Sur la scène internationale, une secousse inattendue. La rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine est annulée au dernier moment. Dans la foulée, Washington et Bruxelles dévoilent un nouveau train de sanctions contre Moscou. Ces mesures, coordonnées et d'une ampleur inédite, marquent un durcissement spectaculaire de la pression occidentale. La riposte russe ne se fait pas attendre. À Moscou, le ton change radicalement. Fini les faux-semblants, les autorités russes assument publiquement la rupture et adoptent une posture de défi clair. Par cette escalade verbale, un message est lancé. La confrontation s'affiche au grand jour, elle ne sera plus feutrée ni limitée à des communiqués prudents. En l'espace de quelques heures, le front militaire et la scène diplomatique s'enflamment et s'entraînent mutuellement. Une mécanique se révèle. Rien n'est improvisé. Tout semble avancer selon un plan précis. Cette synchronicité inquiète, car elle traduit une volonté délibérée de peser à la fois sur le champ de bataille et dans les coulisses du pouvoir, redéfinissant l'équilibre régional. Pour illustrer cette synergie, souvenons-nous de la crise des missiles de Cuba en 1962. Les mouvements militaires et diplomatiques étaient intimement liés. Chaque action sur le terrain entraînait des réactions en chaîne dans les capitales mondiales. Ainsi, la Russie d'aujourd'hui semble s'inspirer de ces enseignements en orchestrant ses offensives militaires et diplomatiques
de façon synchronisée. Derrière ces éclats, ce sont des territoires, des vies, et tout l'équilibre politique du continent qui vacille. Comprendre ce qui se joue exige de regarder au-delà de l'actualité immédiate et de déchiffrer l'enchevêtrement entre offensive militaire et riposte diplomatique. Mais pourquoi cette coordination si parfaite entre percées sur le terrain et manœuvres dans l'ombre? À qui profite vraiment ce nouveau désordre? Pour répondre à ces questions, il faut plonger dans la logique qui sous-tend les choix stratégiques de la Russie. Car derrière les coups d'éclat, une méthode se dessine, patiente et résolue. Quand la guerre se joue autant dans l'ombre que sous les bombes, le regard doit changer. Derrière les images saisissantes du front, la Russie orchestre une stratégie bien plus vaste, où chaque détail devient une arme. L'offensive n'est plus seulement militaire. C'est une érosion calculée, méthodique et froide de toutes les ressources adverses. La tactique russe repose sur une avancée lente, presque implacable, sans jamais céder à la précipitation. Les unités russes progressent en exploitant les faiblesses logistiques, coupant les routes d'approvisionnement et isolant les garnisons ennemies. Elles attendent que l'étau se resserre, évitant tout risque inutile. Chaque mouvement vise à priver l'Ukraine de toute marge de manœuvre. Pour mieux comprendre cette stratégie, penchons-nous sur de précédents conflits. Lors de la guerre de Corée, les offensives chinoises utilisaient également la patience et la coupure des lignes de ravitaillement pour épuiser les forces adverses. La prise de Séoul ne fut pas le fruit d'une attaque éclair, mais d'un encerclement progressif et d'une guerre d'usure. En parallèle, la Russie déploie de nombreuses armes de précision, capables de frapper loin derrière les lignes. Centres de commandement, dépôts de munitions, ateliers de réparation, tout est visé méthodiquement, désorganisant la chaîne de commandement ukrainienne. Frappe après frappe, la capacité de réaction du pays s'effondre, rendant chaque contre-attaque plus coûteuse et incertaine. Un exemple récent. Lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, l'usage massif des drones par l'Azerbaïdjan a montré comment des frappes ciblées pouvaient désorganiser les lignes arrières d'un adversaire, rendant sa position intenable sans nécessité de combat direct de haute intensité. La Russie applique une logique similaire, en multipliant les frappes de précision pour désorganiser la défense ukrainienne. Mais la stratégie russe dépasse le champ de bataille. L'offensive planifiée contre les infrastructures énergétiques a plongé des régions entières dans l'obscurité. Les usines s'arrêtent, les trains restent à quai, la population subit des coupures prolongées. Ce n'est plus seulement une guerre d'armée, c'est une attaque contre l'économie et la vie quotidienne, destinée à paralyser l'industrie, à pousser les civils au désespoir et à semer la peur. En frappant les points vitaux du système énergétique, Moscou cherche à provoquer une crise de confiance et à briser la cohésion sociale. Les familles se retrouvent privées d'électricité, les entreprises menacées de faillite, la peur s'installe dans les rues et les abris. C'est une pression constante, invisible, mais terriblement efficace. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple des bombardements alliés sur l'industrie allemande en 1943 et 1944. Le but était de détruire la capacité de production ennemie, mais aussi de miner le moral de la population. La Russie, aujourd'hui, adapte cette stratégie à l'ère moderne en visant l'énergie, pilier de toute société contemporaine. L'objectif n'est pas uniquement de remporter la victoire militaire. La Russie veut effondrer la structure économique et sociale de l'Ukraine. En coupant l'accès à l'énergie, elle sape la capacité du pays à produire des armes, à maintenir ses services essentiels, à garder le moral. Jour après jour, la résistance s'érode, non pas sous les bombes, mais sous la pression insidieuse du quotidien qui devient insupportable. À cette machine de guerre s'ajoute une diplomatie de rupture. Moscou refuse désormais tout cessez-le-feu qui n'aborde pas les causes profondes du conflit. Pour le Kremlin, il n'est plus question de compromis superficiels. Tout accord doit redéfinir les équilibres régionaux. Ce refus ferme bloque les tentatives occidentales de désescalade et accentue l'isolement diplomatique de Kiev. Face à cette stratégie globale, la capacité de résistance ukrainienne est menacée sur tous les fronts. L'armée doit faire face à des ressources qui s'amenuisent. L'État lutte contre une crise économique qui s'aggrave. La société affronte la lassitude et la peur. C'est un test de résilience extrême,
où chaque jour sans électricité ou sans ravitaillement rapproche un peu plus le pays du point de rupture. Mais dans l'ombre de cette pression, une autre dynamique prend corps. L'Ukraine tente d'adapter ses réponses, cherchant de nouvelles marges de manœuvre malgré l'étau qui se resserre. À titre d'exemple, plusieurs villes ukrainiennes ont lancé des initiatives de résilience énergétique, comme à Lviv, où des générateurs collectifs et des réseaux de solidarité permettent de maintenir un minimum de services essentiels. Cette adaptation rappelle la stratégie britannique pendant le Blitz. Malgré les bombardements, la société s'organisait pour tenir, prouvant que la résilience sociale peut freiner l'effondrement souhaité par l'ennemi. Un hiver sans lumière s'abat sur l'Ukraine. L'épreuve du feu n'a pas atteint son point de rupture, mais les signes d'un basculement s'accumulent. Semaine après semaine, la ligne de front se fige. Pourtant, la dynamique ne trompe plus. La Russie prend l'ascendant, lentement mais sûrement. Les infrastructures ukrainiennes, épuisées par les frappes et le sabotage, peinent à tenir. Les routes d'approvisionnement sont sectionnées, les réserves s'amenuisent. Chaque jour grignote un peu plus la marge de manœuvre. Le froid s'installe, implacable. Dans les villes plongées dans l'obscurité par la destruction des réseaux électriques, les habitants improvisent pour survivre. Sans chauffage, sans carburant, la vie quotidienne devient une suite de défis. Pour beaucoup, il ne s'agit plus de résister, mais simplement de tenir jusqu'au lendemain. Prenons la ville de Kharkiv. Face à la destruction des infrastructures, les habitants recyclent des poêles à bois, installent des systèmes de chauffage improvisés, partagent les denrées alimentaires et laissent leurs portes ouvertes aux voisins sans abri. Ces scènes rappellent la survie des civils pendant le siège de Sarajevo dans les années 90, où la débrouille et la solidarité étaient les seules armes contre l'effondrement. La Russie, méthodique, poursuit sa stratégie d'usure. Les frappes ciblent l'énergie, les infrastructures vitales, sapant le moral des civils et l'endurance des défenseurs. Sur le front économique, les sanctions occidentales montrent leurs limites. L'économie russe vacille mais ne rompt pas. De nouveaux partenaires émergent, les exportations s'adaptent, le rouble reprend de la vigueur. Face à cette résilience, l'Ukraine s'enfonce dans la dépendance. L'aide extérieure, jadis régulière, devient incertaine. Les ressources se raréfient, la pression monte dans les états-majors, l'inquiétude s'installe dans les foyers. L'onde de choc atteint toute l'Europe. Les prix de l'énergie s'envolent, les industries ralentissent, les familles redoutent l'hiver. Dans plusieurs pays, la lassitude gagne. La confiance dans une victoire rapide s'effrite. Les débats publics s'assombrissent. La perspective d'une guerre longue, coûteuse et indécise s'impose. Pour mieux percevoir l'effet domino, pensons à la crise pétrolière de 1973. Une hausse des prix de l'énergie avait alors suffi à déclencher une vague de récession, de chômage et de réformes dans tout l'Occident. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine génère un choc similaire, mais étalé dans le temps et affectant l'ensemble du continent européen. Sous la surface, alliance et équilibre vacillent. Pour l'Ukraine, il ne s'agit plus seulement de défendre des positions, mais de préserver l'État lui-même. Pour l'Europe, la sécurité énergétique et la stabilité politique deviennent des priorités vitales. Chacun doit apprendre à lire les signes d'un monde qui se recompose, à choisir entre subir ou s'adapter. Mais derrière chaque résistance, de nouveaux risques se dessinent. La guerre de l'ombre s'intensifie, menaçant d'élargir encore le champ des hostilités. Savoir lire entre les lignes n'a jamais été aussi vital. Dans un univers saturé d'informations, se contenter de récits simplistes relayés par les grands médias revient à passer à côté de la véritable dynamique des événements. Chaque image, chaque déclaration officielle, chaque chiffre doit être interrogé, replacé dans son contexte, puis relié à une stratégie plus vaste. Ce que nous traversons n'est pas une simple suite de victoires militaires ou de sanctions économiques. C'est l'expression d'une stratégie patiente et globale, où la guerre hybride, la désinformation et la pression psychologique s'entrelacent pour influencer l'opinion, déstabiliser les sociétés, miner l'économie. L'objectif n'est plus de gagner une bataille en un jour, mais d'user l'adversaire sur la durée, en frappant la logistique, le moral et la cohésion sociale.
Prenons l'exemple de la guerre froide. La lutte n'a pas été une succession de batailles frontales, mais un affrontement de volonté, de propagande, de coups d'État, de crises économiques. Aujourd'hui, la Russie adapte ses méthodes à l'ère numérique, utilisant les réseaux sociaux, la cyberattaque, la propagande ciblée pour influencer non seulement l'Ukraine, mais aussi les opinions publiques occidentales. Dans cette réalité mouvante, la lucidité et l'accès à une information fiable deviennent des ressources essentielles. Développer son esprit critique, croiser les sources, déceler les contradictions. Voilà ce qui permet de ne pas devenir l'instrument d'intérêts occultes. L'ère de la crédulité est terminée. Il est urgent d'exercer un regard indépendant, de refuser les réponses faciles et de chercher à comprendre la complexité des enjeux. Ce n'est pas un simple exercice réservé aux experts. Chaque citoyen européen est concerné, à travers ses choix quotidiens, sa manière de consommer, de voter, d'assurer sa sécurité. Les répercussions de ces stratégies se font déjà sentir. Augmentation des prix de l'énergie, incertitudes économiques, tensions sociales accrues, craintes sécuritaires. Anticiper ces conséquences, c'est s'armer pour ne pas subir les chocs à venir. Prenons un exemple concret. Lors de la crise des Gilets jaunes en France, c'est une hausse du prix du carburant qui a suffi à déclencher des semaines de manifestations et de troubles sociaux. Aujourd'hui, la hausse généralisée des coûts de l'énergie, conséquence directe du conflit ukrainien, pourrait générer des tensions similaires dans de nombreux pays européens. Rester passif, c'est accepter de perdre en autonomie. S'informer, s'interroger, agir à son niveau, c'est préserver sa liberté, sa capacité d'adaptation, sa sécurité. Aujourd'hui, la véritable force ne se mesure plus seulement à la puissance militaire, mais à la résilience psychologique et intellectuelle de chacun face à la manipulation et à la confusion organisée. Prendre conscience est la première étape. Mais comment transformer cette vigilance en action concrète dans notre vie quotidienne? Il existe des leviers simples et accessibles pour ne plus être spectateur. Découvrons comment agir, individuellement et collectivement, face à cette nouvelle donne. Premièrement, diversifiez vos sources d'information. Ne vous contentez pas d'un seul journal, d'une seule chaîne de télévision ou d'un seul réseau social. Comparez les points de vue, analysez les contradictions, cherchez les faits derrière les opinions. Deuxièmement, développez votre esprit critique. Posez-vous des questions sur l'origine des informations, sur les intérêts qui pourraient se cacher derrière tel ou tel récit. Apprenez à reconnaître les biais, les manipulations, les omissions. Troisièmement, participez à la vie démocratique. Votez, engagez-vous dans des débats publics, soutenez des initiatives locales qui promeuvent la solidarité et l'entraide face aux crises. Chaque voix compte, chaque action locale a son importance dans la résilience collective. Quatrièmement, anticipez les chocs à venir. Préparez-vous en diversifiant vos modes de consommation, en réduisant votre dépendance énergétique, en soutenant les circuits courts et les économies locales. Plus une société est résiliente, moins elle subit les conséquences d'une crise mondiale. Enfin, cultivez votre réseau social réel. Entraidez-vous entre voisins, familles, collègues. La solidarité de proximité fut la clé de la survie lors des grandes crises du passé, de la Seconde Guerre mondiale à l'ouragan Katrina. Aujourd'hui encore, c'est le meilleur rempart contre l'isolement et la peur. Le véritable pouvoir ne réside plus dans la force brute, mais dans la capacité à comprendre et anticiper les mutations du monde. Face à la stratégie patiente et multidimensionnelle élaborée par la Russie, sans tenir aux gros titres, c'est accepter de naviguer à l'aveugle. Ce sont les dynamiques profondes, invisibles dans l'instant, qui forgent le futur bien plus que les victoires affichées ou les revers spectaculaires. Dans ce conflit, logistique, énergie et morale pèsent autant, parfois davantage, que les affrontements directs. La lucidité devient une arme capitale. Saisir la cohérence de la démarche russe, ce n'est ni sombrer dans la peur, ni céder à l'aveuglement, mais s'équiper d'un regard indépendant. Il ne s'agit pas d'admirer ou de diaboliser, mais d'accepter une réalité complexe, où se mêlent enjeux militaires, économiques, sociaux et psychologiques. L'enjeu est immédiat. Votre aptitude à traverser l'incertitude dépend de votre vigilance et de votre esprit critique.
Se contenter des récits officiels ou des analyses superficielles, c'est risquer de perdre en lucidité et en capacité d'agir. S'informer, c'est déjà se préparer. Anticiper, c'est s'adapter avant les autres. Il est plus urgent que jamais d'affûter son esprit, d'élargir ses horizons, de questionner l'évidence. Cela ne signifie pas céder à la suspicion permanente, mais refuser d'être simple spectateur de l'agenda d'autrui. En cultivant une pensée autonome, vous demeurez acteur de votre compréhension du monde. Dans cette nouvelle réalité en construction, l'imprévu et la complexité ne feront que croître. Ceux qui savent relier les indices, interpréter les signaux faibles et rester flexibles garderont une longueur d'avance. À l'inverse, ignorer la profondeur de ces mutations, c'est courir le risque du décrochage, de l'impuissance, voire de la perte de crédibilité face à la complexité croissante. Pour illustrer ce risque, rappelons-nous l'effondrement de l'Union soviétique. Peu d'observateurs avaient anticipé la rapidité du changement, parce qu'ils n'avaient pas su lire les signaux faibles, pénurie, malaise social, perte de confiance dans l'élite. Aujourd'hui, la vigilance et la capacité d'adaptation sont plus que jamais essentielles. Notre responsabilité collective commence ici. Rester attentif, exercer notre discernement et refuser les raccourcis confortables. C'est dans cette vigilance que se joue notre avenir commun. Et c'est là, paradoxalement, que naît une forme d'espoir lucide. Celle de pouvoir encore choisir, s'adapter et agir. En somme, la complexité du monde ne doit pas nous paralyser, mais nous pousser à apprendre, à comprendre, à dialoguer. Le sens de l'histoire ne se donne pas, il se construit chaque jour par nos choix, petits ou grands. La véritable question n'est donc pas « que va-t-il se passer ?», mais que ferons-nous, collectivement et individuellement, pour façonner ce futur ? Rester acteur, c'est refuser la fatalité, c'est transformer la vigilance en action. C'est là que réside, aujourd'hui plus que jamais, notre véritable pouvoir.